Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, on analyse, on critique, on décortique ou on pronostique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du show qui a succédé à notre show parisien et qui se déroule à l'autre bout du monde pour la WWE. On va partir la tête en bas, on va partir les pieds en l'air, on va partir en Australie. Et je suis accompagné d'un grand spécialiste de l'Australie historique et ancienne. J'ai nommé le docteur Deadpool Vince. Comment ça va, Vince? Bonjour Raphaël, bonjour au peuple de Catch-Up. Écoute, ça va très bien. On est en week-end, on va avoir un PLE à une heure très convenable demain après-midi, donc ça va être super. Donc voilà, hâte de reviewer ce petit previewer pardon ce show qui s'annonçait bizarre je trouve avec c'était pas une catastrophe, mais un show WrestlePalooza pas formidable. Et je dois dire que là, que je suis bien chaud. Oui, bah tu vois, t'as raison. J'ai même oublié de citer WrestlePalooza comme Premium Live Event qui a eu lieu juste avant. C'est vrai, oui, oui, il y en a eu un entre l'Australie et la France. Il y a eu un show américain. Donc nous parlons bien sûr, je l'ai même pas cité, de Crown Jewel Perth. Crown Jewel 2025 qui a lieu cette année donc en Australie. C'est une première hein, pour ce show Crown Jewel qui a commencé en 2018. Hmm. Jusqu'à présent, bah, il avait toujours lieu en Arabie Saoudite. Hein. C'était un peu c'était d'ailleurs, je trouvais une idée pas trop mal trouvée de créer un nouveau show, une entité propre à ce pays de catch historique, bien sûr, qui est l'Arabie Saoudite. Voilà, le royaume de Riyad, etc. Donc, on en a eu déjà un bon paquet hein, depuis 2018, le tout premier voyait. Tiens, est-ce que tu te souviens du main event du tout premier Crown Jewel 2018? Non, absolument pas. Alors, je sais pas si c'était le premier show qu'il y a eu en Arabie Saoudite. Si, parce que je ne m'en rappelle plus. Non, non, là, absolument pas. Eh ben non, c'était le deuxième événement en Arabie Saoudite. Il y avait eu avant ce qu'ils avaient appelé le Greatest Royal Ah, le Rumble. Royal Rumble, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc Crown Jewel 2018, eh ben c'est celui qui finissait par DX contre Brother of Ah, Destruction. ah oui, alors Voilà. oui, oui. Oh, Voilà, catastrophe. donc c'était un magnifique show. À l'époque, hein, si je vous refais vite fait la carte, on avait aussi une Coupe du Monde. Est-ce que tu te souviens de Ah ça? oui, 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 si, Une, oui, oui. une Oui, Coupe ça y est, du Monde maintenant de que catch. tu m'en parles, oui, oui, oui. Mm. Voilà, C'était mais le- Et souviens-toi, qui avait gagné cette Coupe du Monde de catch? ah, c'était un Américain, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, bien sûr. Mais j'ai un gros doute sur l'identité du vainqueur. C'est pas Sina. Non. Non, non, c'est pas Sina. Non, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'était un show qui avait très très mal été perçu hein, par nos amis de la WWE fans, etc. Eh bien, souviens-toi, en demi-finale, c'était le Miz et Dolph Ziggler avaient gagné les demi-finales, sauf que en finale, je sais plus trop ce qui s'était passé. Le Miz avait pris un coup et c'est Shane O'Mac qui avait pris la place. Ah oui, oui, Et c'était oui. ce bon vieux Shane qui était devenu champion de la WWE Coupe du Monde en battant Dolph Ziggler en 2 minutes 30. C'était formidable. Avant ça, il y avait eu un Brock Lesnar contre Braun Strowman qui avait duré 3 minutes également. Oui. Un grand soir de catch. C'est. Hmm. Hmm, à n'en pas de douter. Tu es gentil. Tu es gentil. Je me rappelle beaucoup plus du match parce que bon, mais c'est ma période vraiment l'attitude era où j'avais commencé à revenir vers le catch et la Ruthless Aggression era. Punaise, ce match, Michaels qui se botche comme c'est pas possible, Triple H qui se déchire le triceps. C'était apocalyptique ce match-là. Apocalyptique. Kane qui est hors de forme, Undertaker qui fait ce qu'il peut pour sauver les meubles. C'était waouh, 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 catastrophique. Et c'est vrai que j'avais oublié le chêne qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe comme ça là. C'est vrai. Ouais. Bon, depuis, il s'en est passé évidemment à la WWE. Et donc nous sommes en Australie, donc on espère que ça va mieux se passer en Australie pour un show dans Crown Jewel qui depuis l'année dernière a pris
un autre tournant, on va dire, puisque Crown Jewel officiellement désormais désigne un Crown Jewel champion chez les hommes et chez les filles. Il s'agit tout simplement d'un match champion contre champion qu'on a déjà vu à la WWE régulièrement ressortir des placards, hein. À une époque, c'était au Survivor Series que ça se passait comme ça. Il y a eu un temps un pay-per-view, je ne sais pas si tu as connu, si tu te souviens, qui s'appelait Bragging Rights. Oui. Voilà, où c'était un peu pareil, Raw contre SmackDown. Et, euh, et donc l'année dernière, on a eu les premiers Crown Jewel Champions, masculins et féminins. Donc du côté des hommes, c'est Cody Rhodes qui l'avait emporté. Et du côté des femmes, et ben voilà que j'ai un trou. Est-ce que c'était pas Nia Jax qui avait été Crown Jewel Champion? Non, c'est Liv Morgan. Liv Morgan qui avait gagné, voilà Liv Morgan, évidemment. Liv Morgan qui avait battu Nia Jax, justement, ouais, c'est ça. Donc on va déterminer tous ces nouveaux Crown Jewel Champions, à savoir que bon, ils ont pas de ceinture non plus à partager, hein, ils ont une bague tout simplement, et on va voir ce que donne cette carte en 5 matchs puisque c'est désormais le rythme de la WWE. On va commencer direct, mon cher Vince, par un petit tag team féminin qui est là pour nous mettre un peu en appétit. Je l'imagine bien être un opener, mais ça se trouve je me trompe complet. C'est la nouvelle formation diabolique, les Kabuki Warriors revisités, portés par une Asuka totalement détestable et une Kairi Sane totalement soumise, la pauvre. Les Kabuki Warriors ont essayé de faire revenir dans leur rang Io Sky, elles n'ont pas réussi et maintenant c'est la guerre ouverte. Et Io Sky se range du côté de Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley et Io Sky, les gentils, on va dire. Et Asuka et Kairi Sane, bah, les méchantes, même si on a clairement une relation toxique hein, entre Asuka et Kairi Sane, on va pas se le cacher. Asuka qui domine totalement Kairi et qui lui oblige, hein, lui impose de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Kairi Sane, elle a pas l'air d'avoir très envie de se battre contre Io Sky, mais bon, ben, elle y va quand même. Et ces dernières semaines, ben voilà, on a vu beaucoup de bagarres et d'affrontements entre toutes ces femmes. Qu'est-ce que tu as, comment tu perçois ce brusque revirement de la part d'Asuka? Est-ce que ça réveille un petit peu ton intérêt pour toutes ces femmes? Est-ce que t'es hypé pour le match? Et puis ben, puisque le peuple de Ketchup pronostique, est-ce que tu as ton prono déjà bien établi, Vince? Alors, on en avait parlé lors de ce qu'on avait fait sur WrestlePalooza, sur la review. Moi, je trouve que ça a été long à arriver en fait. Le turn d'Asuka qui ne faisait aucun doute. Et on a attendu après WrestlePalooza pour qu'elle le fasse. Donc, moi, je trouve ça un petit peu long. Ceci dit, après, les deux Nippon des Kabuki Warriors jouent plutôt super bien. Je trouve que Asuka qui maltraite la pauvre Kairi en gueulant son prénom à chaque fois et l'autre qui arrive en courant. Je trouve ça très drôle. Kairi joue très bien, la personne déchirée. Mais qui au final va faire ce que lui dit Asuka et les deux derniers rows, bon ben elle attaque quand même Yoskai en lui faisant son insane elbow. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé vraiment que ils ont raté un petit peu sur le dernier row où ça manquait d'interaction. Il n'y a pas eu de réel replay qui soit intervenu. Je trouve ça dommage. En soi, le match me paraît plutôt pas mal. Je suis d'accord. Je pense que ça peut être l'opener avec une Réa qui est donc voilà qui est une locale, hein, donc tout simplement. Donc ça peut faire un boucan de tous les dieux et lancer un très bon show. Que te dire d'autre? Non, je trouve que c'est bien emballé, bien packagé. On va avoir Asuka et Kairi qui vont tricher comme c'est pas possible à mon avis. Il risque d'y avoir le Mist qui part aussi. Donc non, on va avoir plein de bonnes choses. Et puis je pense que ça pose la table. Alors je ne sais pas si ça sera un Survivor Series match ou pour les War Games. Mais je pense qu'on commence doucement à se mettre la table là-dessus. Et non, je pense que ça va être un beau match. Et je vois les Faces gagner. Je vois bien Rhea et notre ami donc Yo l'emporter. Elles se sont fait maltraiter jusqu'à présent. Il est temps qu'elles prennent un petit peu leur revanche. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le prono. Je vois difficilement autre chose que les héroïnes l'emporter. Et en plus, elles sont, je trouve, physiquement plus impressionnantes et plus fortes. J'aime bien l'histoire effectivement psychologique avec Asuka, Kairi Sen, etc.
Maintenant, je trouve que ces dernières semaines, à Raw, ça a quand même pris beaucoup, beaucoup de temps. On a eu beaucoup de matchs, on a eu beaucoup de segments vestiaires où elles se parlaient, où elles étaient interviewées, où elles s'invectivaient, où elles s'engueulaient, où Kairi Sane, elle donnait des petits papiers à Io Sky pour lui rappeler qu'elles étaient copines. Il y a une vraie construction d'une histoire, donc on va pas s'en plaindre non plus, hein, c'est comme ça qu'on accroche, c'est ce qui a fait aussi les succès de la Bloodline et tout ça à l'époque. Mais je trouve que ça prenait beaucoup de temps, peut-être par rapport à d'autres personnes qu'on voit un petit peu moins ou qu'on voit plus trop. C'était vraiment, c'est un peu la storyline principale de Raw ces temps-ci. Donc je pense qu'elles peuvent nous donner un super match et il y aura forcément des choses comme tu dis qui vont se passer avec Kairi, avec Asuka, ça va pas rester, ça va pas se dérouler tout simplement sans accroc. Donc je suis plutôt motivé de voir le match maintenant que le décor est planté et ça va sûrement, comme tu dis, être quelque chose qui va durer dans le temps. Ça, j'en suis persuadé, ouais. Ouais. Après, effectivement, j'avais quand même un petit doute sur Io quand tu as quand même Kairi qui lui remet la petite photo. Mais je pense que c'est vraiment enterré depuis lundi avec la nouvelle attaque qu'elle a subie. Ouais, et il faut pas oublier non plus qu'on est en Australie et on Hmm. est chez Rhea Ripley. Est-ce qu'ils vont la faire gagner chez elle ou la faire perdre pour vraiment que les autres se fassent huer par la foule? Je pense pas qu'il y ait besoin pour les japonaises d'avoir une monumentale hit. Moi, je pense que Rhea va gagner à la maison quand même. Bah, Rhea, ça fait un moment qu'elle est mine de rien absente des PLE, hein. Si tu regardes bien, les trois derniers, elle y est pas. Je pense, son dernier PLE, c'est SummerSlam. Clash, elle est pas là. WrestlePalooza, elle est pas là. Donc non, il faut. Et puis elle a pas gagné non plus à Evolution. Elle a pas gagné à SummerSlam. Ils peuvent pas continuer à avoir une Rhea qui perde autant de matchs ou qui ne les gagne pas. Hmm. Ouais, je pense que c'est le bon moment là, c'est le bon contexte. On va enchaîner sur le match d'un autre régional de l'étape. On va parler de Bronson Reed. Bronson Reed qui a connu voilà, déjà à la WWE des hauts et des bas, hein, puisqu'il a même été viré à une certaine période. Mais Bronson Reed, maintenant, il peut pas être dans une situation plus confortable. Il est dans ce clan dominateur qui s'appelle The Vision, avec Seth Rollins, Paul Heyman, Bron Breakker, bien sûr, et Becky Lynch. Et il affronte chez lui en Australie Roman Reigns dans un Australian Street Fight. Donc il est chez lui et dans le match qu'il a rendu célèbre. Cet affrontement est une revanche de ce qu'on a vu à Paris. Déjà, les deux hommes s'étaient affrontés dans un match de bon bourrin que Roman Reigns avait fini par gagner, mais en partant sur civière, hein, puisque avec Bron Breakker et Bronson Reed qui interviennent, l'après-match a été très 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 difficile pour notre cher Tribal Chief. Donc c'est la revanche. Moi, je suis positivement surpris. Je pensais pas que ils allaient nourrir cette feud avec une version 2. Je pensais que Roman allait un peu se taper tout le monde, Braun Breaker dans la foulée. Ça viendra, j'en suis sûr, mais c'est pas pour tout de suite, visiblement. Bon, bah, le contexte n'a pas changé énormément, hein. Il y a toujours The Vision qui veut dominer le monde de la WWE. Il y a toujours Roman Reigns qui est revanchard, essaye de reprendre sa place. Il a fini sa feud avec l'ancienne Bloodline, on va dire, avec les MFT. Il a plus trop d'interaction avec eux. Maintenant, voilà, c'est une histoire de domination de la WWE. Bien sûr, il y a Paul Heyman au milieu de tout ça, qui est quand même son ancien Wiseman. Euh, voilà, compliqué pour Roman Reigns, qui en plus doit gérer ses cousins, Jimmy et Jey Uso, qui sont de son côté, mais qui ont aussi leur propre rivalité. Jey et Jimmy sont un peu tendus autour de CM Punk, autour de LA Knight. Tout ça, au final, parmi les prétendants au titre de Seth Rollins, hein. Donc ça crée en fait toute une complexité de scénario et d'histoire qui est assez dense et assez riche, je trouve. Parce que tout ça, au final, voilà, c'est autour du titre de champion du monde, mais c'est un peu les prétendants et les alentours. Et la garde, la jeune garde qui protège le titre de Seth Rollins. Voilà, Bronson Reed, gros bonhomme, gros destructeur, il nous a fait forte impression à plusieurs reprises ces derniers mois, en envoyant des paquets de tsunamis à tout le monde. Est-ce que chez lui, en Australie, dans un street fight, il peut accrocher à son palmarès une victoire contre Roman Reigns, d'après toi? Ou est-ce que le chef samoan est quand même trop fort? Quel est ton pronostic et quelle est ton opinion sur cette destruction qui nous attend? Écoute, j'ai été surpris comme toi de voir arriver ce match-là. Je m'y attendais pas forcément.
Je pensais que Roman reviendrait peut-être un petit juste après Perth. Donc très content de le revoir. Encore une énorme pop quand il revient. Il met des baffes à tout le monde. Et je te rejoins sur le côté à côté, ce qui se passe à côté avec les Usos. Euh, Jay est en train de se faire qualifier de mini Roman Reigns. Roman qui lui reproche des choses. Il y a de les tensions aussi avec Jimmy. La stipulation de ce match-là fait qu'il y aura forcément des interventions. Et Possible, oui. Mm. je donne vraiment du crédit à ce que fait Bronson Reed et je vais lui donner la victoire. Je pense que voilà, Clash in Paris, il a mis quand même la barre assez haute sur ce match-là. Et il a vraiment dominé Roman, même s'il a perdu. Il l'a envoyé en civière. Sur la civière, la logique voudrait qu'il continue sur son chemin et qu'il gagne et qu'ils entérinent un petit peu ce qui s'est passé à WrestlePalooza où ils ont battu les Usos. Parce que il y a trop de discorde entre. Entre la famille samoane. Il y a trop de bazar, il y a trop d'intérêts divergents, et je pense que ça va coûter la victoire à Roman Reigns, ce qui nous prévoit un Wargames assez étonnant, je pense. En termes d'équipe, on va être surpris. Je vois ça. Après, je peux me tromper, mais je vois bien Reed chercher sa première grosse victoire. Ça m'embêterait qu'on lui fasse le même coup qu'ils avaient pu faire avec la fête qu'il avait eue avec Rollins, où il lui avait fait, je sais plus, c'est 11 Tsunami, je crois qu'il avait fait pour le sortir, et ils étaient allés après faire un match, je sais plus quel match c'était ou quel pay-per-view c'était en Arabie Saoudite, mais Rollins l'avait emporté, c'était un petit peu, voilà, dommage pour Reed. Là, je vois bien sa première grosse victoire et voilà, il fait le taf, le coco, hein. Eh ben, c'est une grosse cote. C'est une grosse cote. Je saurais pas du tout te dire, moi, je t'avoue. J'aurais plutôt tendance à dire Roman Reigns, moi. Je pense. J'ai du mal quand même à imaginer le Samoan, notre Tribal Chief, perdre en match destructeur, etc. Mais comme tu l'as dit, tout est ouvert, tout est possible. Il peut y avoir plein de stipulations. On imagine très difficilement au moins Braun Breaker ne pas être dans les parages. Donc l'arrivée des Usos, ça va être le bordel. Il y a vraiment, beaucoup de choses qui sont possibles. Euh, d'ailleurs, attends, j'ai un trou là des Deadpool Vince. Il n'y avait pas eu un moment où c'est moi qui rêvais une affiche annoncée ou teasée d'un 3 contre 3 avec, les Usos et Roman Reigns contre les Bronson et un adversaire mystère et un partenaire mystère ou un truc comme ça? Ou c'est moi qui ai vu ça sur les réseaux sociaux et c'était du dirt shit? Ça ne te dit rien, ça? Alors moi, ça me dit rien du tout. Ah bah écoute, c'est moi qui ai dû, j'ai dû voir une fausse affiche de dirt shit ou je ne sais quoi, mais il m'avait semblé voir ça, une histoire d'adversaire mystère, de partenaire Mais ce, mystère. ce serait pour quand, du coup, tu crois? Bah, je sais, il me semblait que c'était pour là, pour Crown Jewel et que ça a été oublié ensuite ou que ça a été remplacé, mais je ne sais plus. Ah, Je c'est vais faire mes possible recherches. aussi. Ouais, c'est Possible possible. aussi. Et toi, tu vois plutôt Roman, donc l'emporter, c'est possible aussi. C'est après, je te dis, je suis pas dans la tête des bookers. Roman, c'est le boss, donc ça serait pas étonnant non plus qu'il gagne. Mais j'avoue que pour un peu épicer tout ça, moi, voilà, mon petit Bronson, voilà. Ouais, bah ça serait bien. Enfin, moi je trouve que ça serait une chouette victoire. Ça serait une chouette victoire chez lui. Ça serait très certainement mérité au vu des beaux matchs qu'il a donnés. Celui à Paris était plutôt sympa à suivre, hein, un match qu'on aime bien, là, de costaud et de bourrin. Je pense que celui-là peut être meilleur avec l'utilisation d'objets. Il faut qu'ils y aillent, hein. On sait que parfois on nous annonce des street fights à la WWE et des fois c'est un peu léger dans les objets. Voilà, faut y aller, faut péter des tables, faut péter des chaises, faut péter du kendo stick. Australian Street Fight, il nous faut des trucs un peu australiens, quoi. Je sais pas, moi, je sais pas si on peut se balancer des boomerangs dans la gueule ou des kangourous, je sais pas. C'est dangereux, J'étais en train de penser à ça. mais Oui, oui. ouais, faites-nous rire, hein. Divertissez-nous, quoi. Ouais. On enchaîne sur le troisième match. On va se laisser les deux matchs pour les Crown Jewel Championship, hein.
Le troisième match, alors là, ça va aller très très vite, mon cher Deadpool Vince. C'est l'un des tout derniers matchs de John Cena à la WWE, hein, l'avant-dernier ou avant-avant-dernier. Il va lui en rester deux trois en gros. Et John Cena, après avoir affronté Logan Paul, après avoir affronté plein de superstars cette année parmi ses anciens amis et anciens rivaux, hein, on a eu Randy Orton, on a eu évidemment CM Punk, et ben on a eu Sami Zayn, et ben il nous ressort l'un de ses plus légendaires adversaires puisqu'il affronte AJ Styles, et tout ça, et ben ça s'est pas du tout fait à la télé. Ça s'est fait sans John Cena, ça s'est fait juste avec des annonces sur les réseaux sociaux et un AJ Styles qu'on a remis un petit peu dans l'actu quand même ces dernières semaines en faisant des tag team matchs avec les Mexicanos là, il est beaucoup avec Penta et consorts, ce qui lui a permis voilà de prendre une ou deux fois le micro pour dire ça va être légendaire, ça a pas besoin, ça s'écrit tout seul, on va donner tout ce qu'on peut. Et ça va être bien, et moi je pense que ça va être bien, mais c'est quand même une drôle de, là, on est sur la fin des prestats de John Cena, on sent qu'on fait au minimum, quoi. Alors, est-ce que c'est bien et il n'y a pas besoin de plus, d'après toi, ou est-ce que quand même t'aurais bien aimé voir une vraie feud? Partagé. Le fan de catch que je suis te dirait oui, il faut une FUD, forcément, il faut qu'il y ait de l'histoire, il faut qu'il y ait quelque chose. Après, les mecs se sont tellement donnés quand ils étaient entre 2016 et 2018, ils se sont tellement rencontrés que il y a déjà toute une histoire entre eux, il y a des matchs de championnat. Je crois que Cena avait gagné pour devenir 16 fois champion du monde contre Styles. Donc il y a quand même vraiment un passif, un historique, des matchs à enjeu. Donc ça suffit à soi-même en ce sens-là. Maintenant, on est dans ce qu'ils ont réussi à éviter jusqu'à présent, c'est-à-dire les matchs exhibition pour John Cena. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il lui reste, je pense, 5 dates, 4 ou 5 dates. Il doit rester de quoi faire aller une histoire pour aller amener à War Games. Il en a jamais fait et je pense que ce serait bien qu'il puisse en faire au moins un dans sa carrière et puis terminer avec Rollins, Reigns, avant de faire ses adieux au Saturday Night Main Event. Et en parlant de ça, je comprends pas qu'on le fasse terminer au Saturday Night Main Event. Je comprends pas qu'il ait fait qu'une année civile et pas une année catch et finir à WrestleMania. Mais ça, c'est un point de vue. Et je suis déçu parce qu'effectivement, d'un point de vue histoire, il y avait peut-être des choses à faire. Bon, après les deux sont face, se respectent l'un à l'autre. Voilà, pas grand-chose à dire comme tu l'as dit, toi aussi. Ça m'embête qu'on ait construit ça comme ça. Après le match, je pense que ce sera bien. Il y a AJ Styles de toute façon qui fera en sorte que le match se passe bien. John a fait voir qu'il était au top encore sur les derniers matchs qu'il a pu faire. Donc pas de souci de ce côté-là. La FUD aurait été pu être mieux construite, mais voilà, il y avait pas grand-chose à raconter non plus, quoi. Bah ouais, là je suis d'accord avec toi, ça va être très certainement un super match, mais bah ouais, c'est un match d'exhibition. C'était déjà un petit peu le cas pour Logan Paul, mais ils ont su nous mettre une feud autour, mais voilà, c'était un match, un one shot sans aucune conséquence pour la suite, ni pour l'un ni pour l'autre. Bah ouais, je trouve ça dommage, surtout qu'on sort quand même pour John Cena d'un match très très discutable contre Brock Lesnar, mais au moins avec une histoire qui nous a un peu tous cloués là, de revoir Lesnar revenir à SummerSlam, de le voir s'attaquer comme ça à John Cena, Mm. c'était très très particulier. Et puis bah quand même un tabassage de John Cena qui aurait mérité, je sais pas, qui nous parle un petit peu quoi. Bon, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura un War Games dans la foulée. Euh, je reste pas tout à fait convaincu qu'il n'y ait pas un dernier petit truc qui reste dans les tiroirs, une surprise, comme quoi au dernier Saturday Night, en fait, il y a un rebondissement qui l'emmène jusqu'à WrestleMania ou je ne sais quoi, mais bon, si on considère qu'il tient sa parole, effectivement, il aura son dernier show en décembre. Et puis ce sera comme ça, il y a déjà quelques rumeurs sur son potentiel dernier adversaire. Donc ils vont nous faire un bon match qui va bien, je pense, relever, nous donner une note moyenne plutôt positive à ce show. Euh, mais, euh, mais en effet, la perspective d'un Wargames pour John Cena l'éloigne d'AJ Styles, hein, parce que je pense pas que AJ Styles sera dans un Wargames. Donc voilà, c'est un one shot.
AJ Styles lui-même a dit que 2026 serait sa dernière année, hein. Donc tout ce que je lui souhaite après son match à Paris où il a failli redevenir Intercontinental Champion et il n'a pas pu, c'est que je lui souhaite que cette année qui finit pas mal pour AJ Styles lui serve à nous faire lui aussi une fin de carrière plutôt jolie. Je pense qu'il a quelques super affiches sous le coude aussi, hein. Moi je le verrais bien, à nouveau challenger de Seth Rollins ou de Cody Rhodes, ou éventuellement pour un titre intermédiaire, il peut sûrement nous faire des très belles affiches contre des gars, des Gunther, des Rousseff, etc. Voilà, moi je pense qu'ils nous feront un bon match et que John Cena va être content de le faire. Et pour AJ Styles, j'espère que ça va l'aider à redémarrer un petit peu parce que mine de rien, il est dans une période. Enfin, voilà, ça fait quelques années que c'est plus la grande gloire de AJ Styles et ils le ressortent un peu de temps en temps parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter dessus. Mais voilà, on peut pas dire que ces 2-3 dernières années, il nous est particulièrement il a été mis en avant comme il le mérite, quoi. Ouais, il y a deux choses. Je viens de recevoir deux alertes. Oh. Non, non, rien de grave. La première, c'est sur AJ Styles, qui prendra bien sa retraite en 2026. Hein. Il l'a bien affirmé, lui, micro en main, lors du kick-off qu'il y a eu un petit peu avant le SmackDown. Et il y a une. C'est le fait d'avoir le téléphone à côté. Il y a. C'est pas sûr que en fait Cena soit dans le War Games. On parle d'un match contre le jeune Mysterio pour le titre intercontinental que n'a pas eu John Cena et qui Ah, lui permettrait peut-être d'être Grand Slam champion. c'est une Puisque- rumeur aussi, ouais. donc après, écoute, après le War Games peut être violent. Il a peut-être pas envie de se blesser juste juste avant de terminer son run. Et puis j'avoue que bon, ouais, ça peut être amusant un match avec Dominique, mais là il faut construire quelque chose. Ouais, ouais, il faut construire quelque chose. Après, il y a un petit truc pour AJ Styles. Là, je vais parler pas pour John Cena, ça lui concerne moins. Mais AJ Styles a une carte à jouer aussi, je pense, dans on va dire, les alliances interfédérations qui commencent à se jouer. Mm. Avec la Triple A, il est déjà intervenu hein, dans la Triple A, justement, durant sa feud contre Dominique. Mais il est aussi allé faire un petit coucou, il a été autorisé à faire un petit coucou à la TNA. Voilà, il a peut-être aussi un rôle à jouer dans tout ça. Euh, pour Je, être. Ouais. mm, Tu as tout à fait raison. Je le vois bien repartir un peu aider et filer les coups de main à la TNA. Ouais, c'est une possibilité. Mais pour John Cena, bah écoute, on va rester très très attentif. Moi, je trouve que ça serait super fun, je suis sûr, un affrontement contre Dominique. Euh, Maintenant, s'il le perd, ben écoute, Dominique est vraiment devenu une top star de la WWE. Et s'il le gagne, ben il va pas garder longtemps son titre intercontinental. Du coup, il faudra bien qu'il le rende, John Cena. Mais bon, tout est possible. On n'y est pas encore. Pour le moment, on est Ouais. en Australie et on verra bien ce qu'ils vont nous donner sur le ring ces deux-là. Il ne nous reste donc plus qu'à évoquer les deux matchs champion contre champion. Côté filles, ben, on a une nouvelle championne hein, depuis quelques semaines. C'est Stéphanie Vaquer, justement, qui a pris ce titre qui était vacant, qui a laissé Naomi tomber. Et Tiffany Stratton, par contre, elle, eh ben, écoute, ça commence à faire, hein, Tiffany Stratton. Je vais retrouver de suite la statistique, mais elle doit être championne depuis combien de temps, là, notre amie Je crois que c'est début janvier. Sur un des Début premiers janvier. shows de janvier où elle a cash-in. Il Ouais, me ouais, semble. Hein. eh ben, écoute, notre ami Touk, bah non, je ne retrouve pas. Pas en direct en tout cas. Donc si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire qui est la championne, depuis quand qu'elle est championne, notre ami Tiffy. Tiffy, excusez-moi, je suis perdu tout en étant dans mes lectures. Oui, donc voilà, c'est en attaque, c'est feu de champion contre champion. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne qu'on n'est pas dans le même show, ça donne qu'on n'est pas dans la même division, ça donne qu'on se connaît pas trop. Donc elles se sont croisées au micro, elles ont signé un contrat pour ce match et bon, on va dire Tiffany a essayé de la jouer heel en disant bah, que c'était elle la meilleure et tout ça. Bon, son adversaire Stéphanie Vaquer, elle dit pas grand chose, honnêtement. Et elles ont quand même eu un petit match tag team ensemble, hein, je crois, c'est ça, au dernier SmackDown ou Ouais. à l'avant-dernier SmackDown. Non, non, là, Euh, il vient de passer là. ouais, Et voilà, pour ta réponse, c'est bien le 3 janvier qu'elle est c'est ça. championne, depuis qu'elle est championne. Ah ouais, donc 280 jours. Mm. Mm.
Voilà, et ben écoute, qu'est-ce que tu penses de cette feud, si on peut dire qu'il y en a eu une? Qu'est-ce que tu penses du potentiel de cet affrontement? Et d'après toi, qui sera sacré deuxième Crown Jewel champion après Liv Morgan? Bah écoute, là, pour moi, la rivalité, elle est pas très emballante. Deux faces face à face. Ça fait 2 fois qu'ils le font à Vaquer, malheureusement, puisque c'est contre Io Sky, son précédent match où elle a remporté la ceinture. Il n'y a pas eu d'interaction dans le ring. Elles sont un petit peu parlé au micro, mais il n'y a pas eu d'échange de coups. Il n'y a rien eu. Elles ont fait donc le tag team là tout à l'heure qu'elles ont remporté contre Julia et mince, comment elle s'appelle celle qui l'accompagne, qui est une ancienne d'NXT qui s'est blessée directement en arrivant à Raw. Euh, Oui, j'ai oui, perdu son nom. je vois, Euh, mais j'ai pas non plus. j'ai perdu son nom. Et que j'aime bien en plus, c'est ça qui m'embête. Les tanker comme c'est pas possible, avec des épaules de ouf. Pour moi, je pense qu'elle ira haut. Euh, ouais, il n'y a pas eu grand chose. Elles ont gagné leur match tranquillement. Elles ont fait leur move. Alors, il y a quelques petits jeux de regard, etc. Mais en termes de construction de FUD, il n'y a pas grand chose. Ouais, concrètement, c'est bien dommage, mais tu m'enlèveras pas qu'un face contre face, ça marche que très 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 rarement. Surtout qu'il n'y a pas de heel turn je vois pas de heel turn en vue de l'une ou de l'autre. Et donc là, je suis bien embêté au niveau du prono. Concrètement, tu as Tiffy, on vient de le dire, depuis le 3 janvier, elle est invaincue. Elle a battu Denaya Jax, elle a battu Charlotte, elle a battu notre amie Jen Cargill. Donc grosse année 2025 pour elle. Et de l'autre côté, tu as Vaquer qui déboule l'année dernière NXT, qui arrive au mois d'avril, juste après WrestleMania à Raw, et qui empoche la ceinture 4 mois plus tard. Donc, est-ce que ils vont lui donner également Tiffy et qu'elle batte Tiffy, ce qui voudrait dire qu'en moins de 4 mois, elle arrive à être le visage de la division féminine. Euh, Waouh, ce serait du jamais vu de mettre quelqu'un à ce point-là over pour moi, ou très rarement. Au niveau des filles, hein, notamment, je dirais. Et Tiffy, bon, ben ça fait quand même. Tu as dit combien? 280 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, 280 jours, ça commence à faire en termes de d'invincibilité. Euh, Ouais, bon, je suis perplexe. Le match va être bon. J'ai pas de doute là-dessus. Les deux savent performer. Je pense que c'est deux catchs différents, donc ça va bien se marier. Allez, je vais me mouiller. Je vais dire, moi, je pense que Tiffy va conserver son invincibilité. Je les vois mal donner déjà tout à Vaquer en moins d'un mois et demi. Championne, Crown Jewel championne, ça ferait énormément de choses, énormément de poids pour Vaquer, et je pense que c'est trop tôt. Ok. Moi, pour le coup, je suis pas de ton avis parce que bon, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a eu très régulièrement. Hein, c'est Crown Jewel Championship, c'est juste la deuxième année, et j'ai l'impression que en vrai, ils s'en foutent un peu. Hein, ils sont comme nous. Et la preuve l'an dernier, ils ont pas hésité à briser entre guillemets la pas vraiment la streak, mais bon, l'invincibilité de Gunther en perdant contre Cody Rhodes, parce que bah voilà, c'est le premier Crown Jewel Champion. Il fallait que ça soit un poster boy, donc là je suis pas trop je pense pas qu'ils tiennent énormément que ça à l'invincibilité de Tiffany, et je pense qu'ils feront gagner plutôt Vaquer en babyface. Je vois bien ça. Maintenant, comme toi sur la rivalité face-face dans deux divisions différentes, ben je trouve ça pas terrible et pas très intéressant. De manière générale, je trouvais que à la grande époque des Survivor Series, c'était bien parce que ou de Bragging Rights, parce que c'était vraiment show contre show, et donc on comptait les points, et donc t'avais des matchs tag team à élimination, t'avais aussi le champion US contre le champion intercontinental, t'avais les tag teams des différentes fédérations. Là, je trouve ça un petit peu plat. C'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu imaginer aller plus loin. On aurait très bien pu, ben, par exemple, pourquoi pas, voilà, le Judgment Day contre Les ah merde, Wyatt. les Wyatt, voilà. Oh, oui, c'est ouais, un peu compliqué peut-être quand même comme fenêtre. Ouais, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais
Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Soit on va au bout de l'affrontement des brands, et dans ce cas-là, en plus je suis sûr que Adam Pearce et Nick Aldis, ils seraient à fond. Depuis qu'on a créé ce double général manager, hein, parce que souvenons-nous qu'on a passé des années avec juste un Adam Pearce qui courait de show en show, depuis qu'on a nommé Nick Aldis, qui doit être là depuis 2-3 ans maintenant, 3 ans, j'ai l'impression qu'il y a toujours sous le coup de cette potentielle grosse feud entre eux, mais non, on est toujours très très cordial, très très propre, très très solidaire. Je trouve que là, ça n'a pas beaucoup de saveur, ces affrontements champion contre champion. D'autant plus double face avec une Tiffany du coup qui devient un petit peu plus heel parce qu'elle aime bien faire ça, mais en même temps pas vraiment. Puis en plus voilà, on a deux championnes qui sont, comment dire, Stéphanie Vaquer, c'est un titre vacant qu'elle récupère. Tiffany, elle a beau être championne depuis presque 10 mois, bah, elle a pas beaucoup d'affrontements, hein, elle a pas beaucoup grand monde à se mettre sous la dent. Donc je suis pas aussi convaincu que toi, tu vois, en plus de la qualité du match, j'ai un peu peur, honnêtement. Elles sont talentueuses toutes les deux, mais je sais pas. J'ai un peu peur sur ce match-là que ça soit un peu le match, surtout si c'est l'avant-dernier match de la soirée, je sais pas. J'ai peur qu'il nous endorme un petit peu celui-là. Ah, c'est sûr que si elles font le même match que c'est la semaine dernière, je crois, où il y a eu le Triple Threat, où c'est il y a 15 jours, avec Nia Jax, Jade Cargill et donc Tiffy, qui s'est très mal passé. Ouais, ok. Mais je sais pas, Vaquer m'a rarement déçu, hein. Je regarde beaucoup NXT, même à NXT, c'était que avec des gamines entre guillemets qui ont pas du tout l'expérience que peut avoir Tiffany. Elle a toujours assuré. Ouais, je peux me tromper. Voilà. Après, sur le prono, c'est vrai que c'est ce que je te disais, ce show, j'y partais pas franchement emballé suite à WrestlePalooza, mais ils ont su amener des petites choses et puis les résultats sont vraiment, bah, ils peuvent pencher d'un côté comme de l'autre, hein, clairement sur tous les matchs, hein. Ouais, bah, d'autant plus dans une configuration où honnêtement, je crains que 3 jours après, on ait déjà oublié qui sera ce Crown Jewel Champion. Donc ça, ça n'aura pas trop d'incidence, surtout comme tu le dis que on va partir vers des Wargames. Très probablement, il y aura du Wargames féminin, même si chaque année ils nous en mettent un, alors qu'on sait pas trop s'il y a matière. Enfin là actuellement, tu vois, on en parle. C'est vrai qu'il y a quelques histoires du côté des japonaises, mais de là autant on sent que chez les hommes, avec toute la vision, Seth Rollins, etc., il y a un truc, autant là chez les femmes, bon, ça viendra peut-être, mais en tout cas, je pense qu'on aura vite oublié cet affrontement. Sauf si elles nous sortent un super match, et on le souhaite effectivement avec Stéphanie et Tiffany. Il ne nous reste plus que le dernier match, qui sera très probablement le main event de ce show. Le champion indisputé de SmackDown contre le champion du monde de Raw. Et là, on n'est pas du tout dans un affrontement face contre face. Cody Rhodes affronte Seth Rollins. Et là, pour le coup, on est allé chercher profond dans les racines de la WWE et de ces deux hommes, puisque pour le coup, ils ont un historique qui est long comme le bras. Quand Cody Rhodes est revenu tout auréolé de sa grande expérience à la AEW, le nouveau Cody Rhodes, quand il est arrivé à la WWE à WrestleMania, c'était face à Seth Rollins, ce qui avait entraîné une série de 3 matchs, tous gagnés par Cody Rhodes. Il est à 3-0. Ils s'étaient réconciliés et notamment on se souvient du WrestleMania 40 historique en 2 soirs durant lequel Seth Rollins finalement s'est sacrifié pour Cody Rhodes. C'est grâce à lui que Cody Rhodes est devenu champion, mine de rien, c'est un geste à ne pas oublier. Bon, depuis Seth Rollins, voilà, il a sa vision du business, il a sa vision de l'avenir, il a son projet. Clairement, The Vision, c'est son projet, quoi. C'est les futures têtes de la WWE, c'est Paul Heyman, c'est tout ça. Et il a envie d'être le leader et d'être le chef de la fédération. Et Cody Rhodes, lui, de son côté, voilà, c'est le héros, c'est le gentil, c'est le poster boy, c'est le Superman. Donc forcément, ça fait des étincelles. Ils vont s'affronter. Là, pour le coup, la feud a beaucoup plus de psychologie, avec surtout un Seth Rollins habité. Là, il doit gagner. Il nous l'a dit, répété et re-répété. Il a dit à Paul Heyman, pour se motiver, je ne sais pas si ça l'a motivé ou pas, mais il est allé même pousser Paul Heyman dans ses retranchements en lui disant, mais si je perds, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe si je perds? Et Paul Heyman lui a bien dit, je crois que c'est au dernier Raw, en Mm. gros, si tu perds, tu vas perdre la confiance de Bronson et de Braun Breaker, tu vas perdre en gros tout ce en quoi tu crois va s'écrouler. Enfin, il y a un énorme enjeu côté Seth Rollins sur ce match.
Là où Cody Rhodes, bon, honnêtement, il nous raconte qu'il y a de l'enjeu, mais il est un peu plus tralali là, avec les petites pâquerettes et tout. Il est champion de toute façon. C'est un petit peu, on dirait que ça lui passe peut-être un peu plus au-dessus l'enjeu de ce match que Seth Rollins. En tout cas, bah voilà, ça promet un affrontement 3-0, c'est quand même énorme à ce niveau. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, Vince, et surtout qui va gagner ce Crown Jewel Champion d'après toi? Alors, sur cette rivalité, j'adore. Ouais, grosse intensité, il y a de l'enjeu, il y a eu plein d'interactions, micro, d'interventions, la vision qui part à SmackDown, qui fait des matchs, qui intervient dans les matchs de Cody, il y a un tag team avec Randy, Rollins qui veut aller la semaine dernière attaquer en traître Cody qui gisait par terre, bah, il se fait bien en avoir, alors que Eman lui disait de pas y aller. Et Eman lui dit arrête, il est dans ta tête, il est dans ta tête, Cody, il faut que t'arrêtes, garde ton sang-froid. Et donc, ben voilà, c'est un super fun. Moi, je trouve que là, ouais, ils ont réussi à mêler ce thème-là de champion contre champion avec ben, la possibilité d'une feud intéressante. Voilà. Après, Seth Rollins, tu l'as dit, il menait 3-0, sachant que le dernier match qu'il avait perdu, c'est le fameux match Hell in a Cell où tu as Cody qui s'était rompu un muscle du pectoral. Et donc, c'était impressionnant à voir cette image où il était tout rouge, tout violet sur le pec. Mais il a quand même gagné. Alors, sacrifié à WrestleMania 40, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il perd le match de la nuit 1. Alors certes, il vient l'aider un peu dans le main event de la nuit 2, mais pas plus que John Cena, Undertaker. Donc là, j'avoue qu'il met beaucoup de choses en disant qu'il l'a aidé et que c'est grâce à lui. Ah, Euh, quand même, c'est la séquence où Roman Reigns le voit et lui il lui met remet un le coup de coup de chaise, chaise. tout Et à fait. ça, c'est ce qui le détourne de Cody Rhodes. Mais oui, bon, ok, je suis d'accord. Un- un- il n'était pas tout seul. Je veux dire que tu as quand même Cena qui revient, tu as Undertaker qui revient, et donc il est vraiment pas tout seul dans tout le truc. Tu as Jay aussi qui intervient. Donc tout le monde était là et tous les gros faces étaient là pour l'aider. Euh, Ça n'enlève en rien le crédit que j'accorde à Seth, qui est un catcheur incroyable. Voilà. Et puis après, il y a aussi ce ressort psychologique, comme tu l'as dit sur le dernier Raw là, où c'est très physique en même temps que psychologique, l'altercation, l'échange qu'il y a avec Paul Heyman. Il le secoue à Paul hein, en même temps. Tu te dis qu'il y a peut-être de l'eau dans le gaz, et il lui dit je dois gagner, quel qu'en soit le prix, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Et moi, je sais pas, sur ce match-là, euh, je vois vraiment Seth Rollins gagner et je vois pas forcément, comment ça s'appelle, Bronson ou Reed, Bronson Reed ou Braun Breaker être les seuls à l'aider. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que Eman lui dit on doit gagner de n'importe quelle manière et je me dis que Eman il est capable d'aller chercher quelqu'un. Euh, Peut-être le petit Brock Lesnar, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un d'autre à qui on ne pense pas. Et je le vois bien comme ça. Et donc, ben, nous lancer encore plus le War Games. Et puis j'ai une autre incertitude aussi. C'est Randy Orton qui gravite autour de Cody depuis un petit moment. Et je sais pas qui va essayer de venir l'aider et rater son intervention et que ça le fasse perdre. Euh, voilà, j'ai plein d'interrogations sur ce match-là. Je vois Rollins gagner parce que tu peux pas faire un 4-0, c'est pas possible. Et puis il a perdu aussi à WrestlePalooza avec sa femme contre Punk et AJ Lee. Ça ferait beaucoup pour un champion. Euh, alors certes, c'est pas important. Crown Jewel n'est pas très très important, mais voilà, t'es champion du monde, perdre 2 fois d'affilée, ça commence à faire. Ouais, moi j'attends beaucoup de ce match-là parce que comme Mm. toi, je pense que pour le coup, on n'est pas du tout dans une confrontation d'un soir comme on l'a pour les filles. Seth Rollins a eu l'excellente écriture de nous y mettre de l'enjeu vital, quoi. On dirait limite que s'il perd, il démissionne, quoi. Il va gagner, je pense. J'espère qu'il gagnera. J'espère que la WWE
qui fait de Cody Rhodes, bon bah clairement son nouveau top guy, hein, comme John Cena avant, comme Roman Reigns, comprend que si nous l'écrivent comme ça, c'est qu'il y a besoin qu'il gagne, ou alors peut-être pas, effectivement, peut-être pas, il va perdre, et donc c'est là qu'il va lâcher les chevaux, qu'il va aller chercher Brock Lesnar et qu'il va vouloir défoncer la gueule de Cody dans une cage, mais je sais pas, je pense que ça lui ferait du bien à Seth Rollins, qui est excellent évidemment, de le gagner ce match-là. Parce que si en plus on rajoute 4-0, ouais, voilà, ça fait vraiment lourd comme tu disais. Comme toi, je pense qu'il va se passer des trucs. Est-ce que c'est Brock Lesnar qui va arriver en Australie? Je ne sais pas. Brock, il nous a quand même pas fait coucou à Paris. Si ça avait été en Arabie Saoudite, j'y croirais, parce qu'ils ont beaucoup de sous. En Australie, je sais pas trop s'il aura la motive d'aller jusque-là, hein. Il fait quand même un petit peu comme il veut, je pense, Brock. Par contre, qu'il y ait des interventions de Becky Lynch, pourquoi pas. Qu'il y ait des interventions de personnes autour, pourquoi pas. Moi, je suis comme toi, je rêve de voir alors, soit un heel turn de Randy Orton, soit à la base, je croyais plutôt au heel turn de Cody Rhodes sur Randy Orton un jour. Mais en tout cas, une feud entre Orton et Cody. Je trouve que ça ferait une très belle affiche dans WrestleMania l'an prochain. Donc, Mm. euh, donc j'attends beaucoup de ce match-là. Et voilà, il faut qu'il y ait du storytelling, il faut qu'il y ait un Paul Heyman qui sorte de ses gonds et qui pète les plombs. Il faut qu'il y ait un Seth Rollins complètement tordu. Je peux peut-être mettre pas ma main à couper parce que j'y tiens, mais je sens bien un ref bump à un moment donné, voire plusieurs. Ça me paraît tout à fait le style de match où les arbitres peuvent prendre plein la gueule. Donc, euh, donc vraiment hypé par ce match-là, et tant mieux parce que voilà, la configuration des Crown Jewel quand on est sorti de WrestlePalooza et qu'on s'est rappelé que ça allait être ça, que ça allait être un champion versus champion, euh, en fait je trouve qu'ils ont, pour le coup, je vais être très positif envers la WWE, je trouve qu'ils ont transformé euh, on va dire un blocage du calendrier parce que tu peux pas avoir scénarisé ça quand même 6 mois à l'avance. Une contrainte du calendrier de faire le Crown Jewel Championship en prendre le temps d'étoffer la situation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis SummerSlam, depuis Clash in Paris et autres, tu dis putain mais euh, on va arrêter la feud de Seth Rollins contre CM Punk avec AJ Lee, avec ce qui s'est passé à Paris en plein milieu là. Tout d'un coup, on va tout arrêter et on va partir dans un truc champion contre champion. Et au début, ça me paraissait hyper dommage. Et en fait, finalement, ils ont pris le temps. Côté Raw, ils en ont profité pour revenir sur ce qui s'est passé à Clash in Paris, pour revenir sur ce qui s'est passé même à SummerSlam et même avant, avec toute l'histoire autour de LA Knight, qui bat Seth Rollins, qui fait semblant d'être blessé, et puis le cash-in, et puis tout ça, pour construire le panel de challengers qu'on a pu voir ces dernières semaines à Raw, avec les Usos, avec LA Knight, avec CM Punk. Pendant que ben, les patrons, en gros, étaient en train de discuter vraiment de l'avenir de la fédération. Donc tout ça m'a bien plu. Tout ça m'a bien plu. Bon, concrètement, avec les Crown Jewel qui s'annoncent, ça risque de faire une longue période sans défense de titre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on finira par avoir un CM Punk Seth Rollins à nouveau, ou un Cody Rhodes contre je sais pas qui et son challenger Alors, direct. Ouais. on a eu un petit teasing sur le SmackDown d'aujourd'hui, hein, qui était donc à 14h. Ah Et oui. Jacob Fatou s'est présenté devant lui avant de se faire attaquer par Drew McIntyre, que Fatou avait lui-même attaqué la semaine dernière. Donc, écoute, peut-être une petite feud avec Fatou, mais je te rejoins. Pour moi, l'affiche qu'on aura à WrestleMania pour Cody, ce sera avec Randy, hein. Ils se cherchent trop, ils sont trop J'espère. ensemble. Et malheureusement, moi je pense que c'est Randy qui va refaire un heel turn. Ben Je peut-être, le hein. vois comme ça. C'est bien possible. Bah on va Voilà. bien voir. Ouais, tu as raison. On va bien voir, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais oublié, il y a Drew McIntyre aussi qui tourne autour de tout ça. Et il y a Jacob Fatou qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. C'est vrai qu'on en a pas parlé ce soir, mais ça, on en parlera un jour. Il y a des drôles de feuds avec des personnages qui sortent un petit peu, qui disparaissent. Jacob Fatou contre Solo Sikoa, qui était une très grande feud, bah, qui s'est finie sans trop se finir, je trouve, avec finalement Sami Zayn qui a repris le titre US. Bah voilà, Jacob Fatou, il se cherche un petit peu une mission. Drew McIntyre, bah, ils nous ont quand même fait un match dégueulasse, hein, désolé pour le redire, mais contre Cody à Ouais, WrestlePalooza, c'était c'est pas vrai, c'est terrible. vrai.
Donc ouais, il y a beaucoup de monde autour des ceintures, mais ouais, est-ce que Jacob Fatu va devenir rapidement un challenger de Cody Rhodes ou est-ce qu'il va d'abord avoir une belle rivalité contre Drew McIntyre, ce qu'on leur souhaite? Eux, ils peuvent tout à fait nous faire un Street Fight match lors d'un SmackDown ou en opener de War Games qui serait excellent, je pense. Donc là, on est sur une histoire au long cours, avec des champions et des challengers autour, mais aussi toute une histoire, des familles tout autour, des clans, qui font que, bah ouais, peut-être que ça manque un peu de vrais matchs un contre un, champion contre challenger, avec un CM Punk donc qui s'était fait avoir par Beth Phoenix quand même, par Beth Phoenix, rien du tout, par Becky Lynch, avec un Cody voilà qui a donné son match à Drew, mais qui a pas donné un grand match. On part avec ce Crown Jewel plus Wargame, je pense, sur une sorte de packaging là de lutte pour la domination des shows, avec très probablement The Vision qui va affronter une équipe où il y aura Roman Reigns, où il y aura peut-être les Usos et peut-être CM Punk, et on verra bien. Peut-être Brock Lesnar dans l'équation. Mais ouais, ce match-là à Crown Jewel, je pense, va vraiment très 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 vite nous lancer vers la suite en fait, vers comme tu l'as dit le. Alors il y a un Saturday Night Main Event entre temps, hein, je vois. Ouais, Ouais voilà, en novembre. Et après Survivor Series qui est à San Diego cette année, ouais, en Californie. Donc la ville de ouais, Bailey. voilà, ils ont moyen de nous faire une grosse affiche, ouais. Ils ont moyen de nous faire une très très grosse affiche pour ce soir-là aux États-Unis. Ouais, à noter, puisqu'on est en train un peu de parler des Wargames, c'est comme Survivor Series à Ouais, l'origine. On a eu un retour. Alors, je l'avais mis sur le Discord la semaine dernière. C'est ce qui me semblait quand Solo, on avait un petit peu parlé en disant qu'il manquait quelque chose. On a eu le retour de Tamatonga aujourd'hui. Le retour de un de mes chouchous, Nakamura, qui a fait, c'était lui l'opener, pas l'opener, l'adversaire mystère de Sami Zayn pour le titre US. Et donc ils se sont fait attaquer, Sami et Shinsuke, ils sont pas allés au bout du match. Et donc ben, toute la famille est revenue, ils sont 5. Et je me dis que ça peut ouais. aussi faire un petit Survivor Series match. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu. Voilà. Je me dis que ça peut peut-être être potentiellement quelque chose à faire. Ah moi je suis totalement chaud, hein. Je serais hyper chaud que en plus du euh, du Wargames qui aura lieu, on ait une sorte de Wargames mid-card on va dire avec un match tag team élimination comme on avait. Et c'est vrai que toute l'équipe MFT contre Sami Zayn, un peut-être un Damien Priest dans l'histoire, un Nakamura pourquoi pas, ça peut donner quelque chose d'assez sympa, ouais. C'est Alors, vrai que c'est ouais, vas-y pardon. je vais te couper, excuse-moi. Je pense que tu auras Sami Zayn, peut-être Nakamura, mais ils s'en sont pris aussi derrière Wyatt Six qui ont conservé leur ceinture. Ah oui oui, c'est vrai Donc aussi. peut-être avec Zayn, avec les Wyatt Six aussi, contre tout ça, contre toute cette belle famille qui a repris. Alors je sais pas si tu regardais beaucoup la New Japan, mais ils ont repris leur gimmick, ils ont repris leur masque de guerre, leur peinture de guerre, Ouais. toutes les MFT, à Mm. part Solo, hein, qui n'en a pas fait partie, mais tous, ils ont leur peinture de guerre. Ouais, donc ça promet de grandes histoires quand même, je pense, pour cette fin d'année. Mm. Ça serait bien parce que, ouais, je trouve que ce système à 5 matchs par carte, il nous limite un peu quand même. Et c'est sûr qu'au Survivor Series, on va avoir une carte beaucoup plus grosse. C'est comme ça en général dans les fameux PLE du Big Four. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit Open Challenge de Sami Zayn, là, par exemple. Mais bon. C'est plus le rythme choisi par la WWE, donc c'est comme ça. Ouais, c'est bien dommage parce que je trouve que alors je parle en saison, hein, excusez-moi, mais cette saison de WWE là, post WrestleMania maintenant et puis même un petit peu avant, on vivote, c'est-à-dire qu'il y a rien d'exceptionnel, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est il y a rien il y a je sais pas si t'as beaucoup de matchs qui sont ressortis, hormis peut-être un SummerSlam où t'as eu quelques gros matchs, mais je sais pas si toi t'as eu des matchs qui te sont ressortis comme ça. Voilà.
il y a beaucoup de matchs qui se sont ressortis depuis qu'on a commencé la saison post-WrestleMania jusqu'à maintenant. Bah non, non, il y a effectivement une vraie tendance actuelle à la WWE, hein. Notre ami Papy, qui était avant ici chroniqueur et qui s'est un peu désintéressé du produit, était un prophète. C'est vrai qu'il y a quand même une légère tendance à créer des shows. Alors des weekly, on a des très bons matchs parfois, mais dans les PLE, ben, des shows assez lisses, pas très très savoureux, avec un produit fait pour être vraiment très très mainstream, avec voilà différents intervenants parfois dans le public, des superstars, etc. Du basket ou des acteurs ou autres. Et et avec des shows qui manquent un peu de piment, hein. C'est la nouvelle ère Triple H avec beaucoup beaucoup d'autocongratulations. WrestlePalooza, c'était vraiment, je pense, l'exemple typique de ce qu'on n'aime pas du tout à la WWE. Pas beaucoup de surprises, beaucoup d'autocongratulations, des segments un peu chiants comme on a eu là avec Stéphanie au Hall of Fame et Triple H qui la regarde tout ému. Et puis voilà, ce frisson un petit peu disparu, quoi. Il y a des cash-ins de temps en temps, il y a des surprises, voilà, c'est sûr que Becky Lynch qui intervenait à Paris contre CM Punk, on l'avait pas forcément vu venir. AJ Lee qui revient il y a 3 mois, on l'aurait pas imaginé. Ils ont des trucs sous le coude. Brock Lesnar, ça nous a pris tous par surprise. Mais en tout cas, dans la qualité des matchs et le fait de se dire waouh, 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 on vient d'assister à un truc de fou là, c'est allé hyper loin, c'est allé hyper fort, c'était super beau. Euh, Bah ouais, on en a pas trop, hein. Logan Paul contre CM Punk était, je pense, un des meilleurs. Contre John Cena. Cena était, je pense, ouais, contre John Cena, un des meilleurs matchs de l'année. À part ça, bah, ils nous ont bien raté le main event de WrestleMania cette année. Mhm. Ils ont bien fait une belle revanche aussi, hein. Cody Cena à SummerSlam, c'était pas mal aussi. Mais ouais, il serait temps d'être moins sage, je pense, et aussi peut-être de faire des cartes un petit peu plus longues en Premium Live Event ou, ou d'aller sortir des matchs de temps en temps un peu plus inédits, d'aller nous mettre un peu plus souvent bah, les ceintures tag team, de faire voir un petit peu plus bah, les champions comme les Wyatt Six ou comme le Judgment Day, pas hésiter à utiliser plus souvent les wildcards que peuvent être les Rousseff, les uns les autres en fait. Mais je pense que c'est juste qu'ils ont trop de monde et qu'ils lancent des fois des feuds et des matchs et des rivalités avec des gens qui sont très très talentueux, comme tout ce qui se passe avec avec El Grande Americano ou voilà. Et puis des fois bah ça disparaît 2 3 semaines. Moi j'aime beaucoup par exemple le New Day en ce moment. Je trouve qu'ils sont en train de se réveiller vraiment et de se créer un second souffle de fin de carrière là avec leur heel turn et leur nouveau style. Mais c'est pareil, des fois on les voit pas pendant une semaine ou deux, puis ils reviennent, puis des fois ils reviennent juste en coulisses, et puis des fois ils font un match. Bon, il y a trop de monde, tant mieux, on Mhm. essaye un petit peu tout le monde, mais bah, pareil, hein, Stéphanie Vaquer avant d'être championne, euh, à Raw, on l'a pas vu pendant des semaines, je pense. Juste des clips promotionnels, on devait la voir à Paris, puis ça a été repoussé quand même d'1 mois. C'est, on sent que ça fait un peu du dents de scie, et il y a des gens voilà, qu'on voit qui disparaissent. Alors, des fois ils sont blessés, hein, c'est légitime, mais des fois on se dit, bah tiens, bah, il est où, qu'est-ce qui devient, pourquoi on le voit plus? Typiquement, ben, Andrade qui a quitté la WWE, notamment au niveau de prétention salariale a priori, ben, il avait commencé à faire une super équipe euh, avec Ray Ouais, Phoenix. ouais. Et puis bah ça dure 3 semaines quoi. Et tout ça, je trouve que ça nous met dans ce truc permanent où on sait plus trop, à part les quelques stars qui sont indétrônables, mais on sait plus trop qui est là, qui est en vue, qui a une bonne dynamique. Et il y a plus vraiment de dynamique en fait. On teste des trucs, on arrête, on reprend. Bah voilà, là c'est les Wyatt qui sont champions. C'était assez marquant, hein, les Wyatt quand ils arrivent, quand ils font leur match et tout, c'est cool. Mais après on les voit plus. Bon, ok, ils font 1 ou 2 segments dans les coulisses où ils tapent un peu sur la gueule de Montesford et Dawkins, mais je sais pas. On sent peut-être qu'ils veulent mettre trop de trucs dans pas assez d'heures et donc ils mettent des petits bouts. Ils étalent ça sur des mois et donc ça fait un peu le yo-yo. Mais voilà, moi c'est mon ressenti, c'est qu'on a du mal à s'accrocher à tout ça en fait. Je pense qu'il y a d'une part, c'est pléthorique hein, quand même les roadsters de la WWE actuellement, hein. Tu peux faire des shows complètement dingues si tu en as vraiment envie. Là, je pense qu'ils sont coincés aussi par leurs diffuseurs. Je pense que Netflix, ils te demandent d'avoir des weekly qui soient des très très bons weekly. Il y a un tel deal qui a été passé avec eux que voilà. Est-ce que ça va faire la même chose avec ESPN qui va peut-être demander aussi
Parce que ESPN, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, hein. Ils ont fracassé sur les notes. La WWE, c'est rare qu'ils fracassent autant un produit et qu'ils ont acheté cher. Et à tel point que même la WWE était surprise de prendre une telle note. C'est ce qu'on s'était dit, tu sais, quand on a fait la review donc de WrestlePalooza. Est-ce que ça va leur servir à quelque chose? Bon, écoute, je trouve qu'ils se sont bien appliqués sur leur feud Cody Rhodes contre Seth Rollins. Donc, est-ce que ça va nous amener à quelque chose d'un peu plus vivace, quelque chose d'un peu plus... Ouais, il manque des surprises, il manque ces retours qu'il y avait au PLE, il manque ces heel turns qui s'effectuaient qu'on voyait pas arriver, des interventions, voilà, il manque toutes ces petites choses-là. Je trouve que c'est plus maintenant réservé quasiment au weekly que vraiment au PLE. Le PLE, c'est sage. On veut qu'il y ait le plus de monde qui regarde, on veut qu'il y ait le plus de monde qui achète le merchandise, et je pense que ça compromet très nettement la qualité de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais d'un autre côté, ce que je trouve paradoxal, c'est que je trouve que le produit PLE actuellement, avec 5 matchs, on va dire qu'ils sont tous très standardisés, tous à peu près 15 minutes, un main event un peu plus long. Finalement, je sais pas si c'est ça la bonne recette. Alors, les deals signés sont énormes et la WWE a énormément de sous, donc tant mieux pour eux. Euh, mais est-ce que c'est ça finalement qui attirera toujours plus de public? J'ai presque l'impression que du côté de Triple H et consorts, ben voilà, on a un produit qui ressemble beaucoup au takeover d'NXT de l'époque, qui finalement nous enlève ce qui faisait aussi la folie de la WWE à une époque, et qui à mon avis était ce qui pouvait toucher aussi du monde, d'avoir des fois en PLE par exemple un énorme squash, le squash de John Cena. Pour le coup, c'est pour ça que moi j'ai pas été très critique de voir Brock Lesnar rouler sur John Cena, parce que je me dis bah putain là ça nous a réveillé un petit peu, on s'attendait pas à ça. Et ça manque de squash, et ça manque de gars qui fout un coup dans les roubignoles direct et qui se fait disqualifier. Et puis bah il y a le manager qui dit non non on recommence et hop c'est reparti. Euh, Comme tu dis, ça manque de folie, ouais. C'est sage et propre, mais en même temps, est-ce qu'un public non connaisseur ou autre, il s'assied pour regarder un truc sage et propre? Je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, la WWE, on leur donne entièrement raison, hein. Ils signent des gros deals avec tout le monde, ils font des pubs partout, ils arrêtent pas d'aller chercher l'argent là où ils peuvent. Là aussi, hein, c'est une critique, moi, que je leur ferai. Je sais qu'on vit dans un Ouais. monde capitaliste où il n'y a pas de limite à gagner de plus en plus d'argent. Mais c'est vrai que bon, les contrats avec l'Arabie Saoudite, c'est bien gentil. Les contrats avec Netflix, bon, tant mieux. ESPN, ça peut avoir une certaine logique. Les WrestleMania en Arabie Saoudite, ça commence à tiquer un peu. Les pubs sur le ring, on s'y est habitué, mais quand même, il y a quand même un côté, putain, on est de plus en plus en train d'aller chercher de plus en plus d'argent partout. Euh, Ouais, ils bon, nous ont bah, même fait des pubs quand même. Sur le WrestlePalooza, on avait des pubs entre les matchs sur un PLE. On va ouais. revenir dans quelques minutes. Non, mais c'est un truc incroyable, quoi. Ouais, ça, les prix C'est dans pas les possible. stades et tout ça, les prix des places, on en parle, ouais. Ouais, mais Donc, t'as aussi le fait que la concurrence. Alors, la AEW a bien débuté. ouais, Vraiment, il y avait voilà, ressenti alors anti-WWE certainement au départ qui mène à cette création. Un très bon roadster. Il signe quand même Brian et Punk, et tu sens que ben, il commence à titiller nos amis de la WWE. Et alors après, je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont ramassés, mais après c'est que ce n'est que leur faute, hein. Ils ont tous les talents qu'il faut pour vraiment concurrencer la WWE, les amener à faire euh, mieux, hein, comme on a eu à l'époque. Alors je sais pas si tu étais déjà là et si tu étais déjà fan de catch. Moi je l'étais déjà, mais je te jure, quand je passe d'une semaine, mais j'exagère un tout petit peu, mais je passe d'une semaine de la WWE à la WCW. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hulk Hogan n'était plus rouge et, non, rouge et jaune, il était tout en noir. Kevin Nash, mince, c'est plus Diesel. Razor Ramon, c'est plus Scott Hall. Et, et ils ont amené un réalisme que la WWE a été à pomper et à copier et en mieux. Et c'est ce qui a amené à avoir des trucs de fou à cette époque-là. Et j'avais cette petit espoir que enfin, parce que depuis 20 ans quand même, la WWE, depuis ben, le rachat en 2000, c'est 2001 je crois, c'est juste avant WrestleMania, 2001, ouais, donc c'est ça, depuis 2001, ils sont tout seuls. La TNA a poussé un tout petit peu à un moment donné, 3-4 ans,
mais ils sont tout seuls et ils font ce qu'ils veulent. Et bah voilà, je pensais qu'il y avait une belle alternative. Et je pense qu'ils sont feignants aussi. Voilà, tout simplement. Ça marche, ça remplit le compte en banque. Donc Oui, vas-y, on continue. oui, oui, je pense aussi. Je pense aussi ils cherchent pas trop à se compliquer la vie. Ils veulent pas trop se mettre en danger. Tant que ça marche, ça continue. Il y a une partie du public quand même qui commence à être un peu tendue. On le voit sur les réseaux sociaux, mais ça continue d'aller dans les shows, ça continue de remplir les salles. Donc il n'y a pas trop de questionnements à avoir. Voilà. Moi, c'est toujours juste cette petite frustration quand chaque année passe, bah, de regarder en arrière et de se dire oui, il y a eu des coups d'éclat. Euh, bon, très clairement, par exemple, le main event nuit 1 de cette année avec CM Punk, Reigns et Seth Rollins, et ce changement d'air avec finalement Paul Heyman qui passe du côté de Seth Rollins, c'est super. Mais et il y a des mecs qui font du super boulot. Seth Rollins, il fait toujours du super boulot. Bon, moi, je trouve que CM Punk fait toujours du très bon boulot. Mais voilà, il y a des gens où on commence à se dire, bon ben, ils vieillissent, ils prennent un petit peu d'âge. Finalement, la carrière de Drew McIntyre, la carrière de Sami Zayn, bon, ça va un petit peu mieux maintenant. La carrière des uns et des autres, euh, bah, ça pourrait être tellement mieux. Il pourrait y avoir tellement de coups d'éclat, de rivalité, de changements, de bon, bah, au final, c'est bien, hein, ça avance, il y a des bons matchs de temps en temps, il y a quelques coups d'éclat, mais voilà, ça pourrait être. Il y a matière, effectivement, à ce qui est la folie permanente et des shows incroyables. Et on pousse pas jusque-là, mais bon, après, c'est vraiment un ressenti personnel, hein. Il y en a d'autres qui aimeront pas forcément la WWE si c'était moi qui étais aux commandes des scénarios. Pareil, si c'était ton choix, ou celui de Papy, ou celui de Giscal, ou je ne sais quoi. On a toujours des points de vue différents. Euh, mais bon, Ouais, voilà, il mais y a une, après, il y a aussi le fait que les ceintures ne tournent pas. Je suis c'est désolé, vrai, ils tournent les pas, on les champions, voit pas beaucoup. La ceinture de Cody Rhodes, hormis le petit intermède de John Cena, depuis WrestleMania 40, c'était Cody Rhodes. Elle est aussi pas tout le temps défendue. Rollins, depuis le Clash in Paris, il va pas défendre sa ceinture. Jusqu'à quoi? Après Bah le ouais. War Games, il va pas la défendre au War Games, c'est pas possible. Donc t'imagines? C'est pas possible. Je sais pas, les champions, c'est ça qui faisait le sel aussi de la WWE, c'est les rivalités au long cours pour les titres de champion, les changements de ceinture, etc., etc., quoi. Et où l'incertitude, est-ce que le champion va conserver sa ceinture? Est-ce que on va avoir, je sais pas, un challenger monstrueux qui va mettre en danger le champion? Bah, je l'ai plus tout ça, moi, je le retrouve pas. Toi, et ça me manque toutes ces choses-là. Et je parle même pas des Ouais, ceintures tag que tu. Voilà. oui, et ils ont inventé, enfin ils ont inventé, ils ont pris ce système des Saturday Night aussi pour parfois nous caser ces fameux matchs qu'on n'a pas trop en weekly, euh, mais pour au final nous donner un système, en tout cas actuellement, qui est pas très très satisfaisant non plus, d'avoir des matchs de 8 minutes. En gros, les Saturday Night, c'est cette nouvelle gimmick là, c'est des matchs très courts d'une dizaine de minutes. Euh, bon, voilà, il y a des trucs qui nous frustrent un peu, je suis d'accord. Et effectivement, ouais, les champions défendent pas assez, les ceintures font des règnes trop longs. On a un Dominique, hein, qui s'en sort bien, et un Sami qui, bon, ben, a repris une gimmick de John Cena. Mais derrière, c'est vrai que on aimerait voir plus de challenge pour le Judgment Day, plus de challenge Mais même pour pour Jolia, Cody Rhodes, pour tout le la, monde. la- Ouais. Ah c'est oui, qui pour qui est Julia, championne? Qui est championne intercontinentale à Raw là? C'est Becky Lynch. Elle ne va pas ouais. avoir défendu son titre pareil depuis Clash in Paris. Ben oui, oui. Je sais pas, Et c'est fou. ouais. Et puis t'es pas prêt d'être concurrencé par la AEW, tu vois. Ils avaient fait deux beaux PLE là sur les deux trois derniers qu'ils avaient fait, et là le dernier, il y a la moitié qui est acheté, dont un Oui. match, mais j'ai jamais vu un match aussi pourri, ou très rarement, avec Kingston contre Big Cass. Ils ont même réussi à rater la prise finale. Les commentateurs sont en train de dire qu'il a loupé, ils font le tomber 1-2-3. N'importe quoi. Ah, Comment tu veux être crédible? Comment tu veux concurrencer le leader si tu fournis et que tu balances ça, quoi. Bref.
Voilà. Et Mais ben, pour ouais. toucher, pour finir quand même sur une note quand même positive, on est quand même plus emballé. Moi, je suis plus emballé maintenant avec ce Crown Jewel que je l'étais à la sortie du WrestlePalooza. On pourrait Ah faire mieux oui. tout ça, mais je suis quand même emballé, hein. Mhm. Rassurez-vous, je vous rassure même. Euh, Plutôt emballé, il y a quand même quelques affiches de qualité. Cody Rhodes, Seth et Roman Reigns et Bronson qui, pour moi, sortent du lot. On va avoir un beau match entre John Cena et AJ Styles. Et puis le petit tag team féminin. Bon, la petite incertitude sur Stéphanie, mais carte de qualité quand même, hein. Voilà. Et puis voilà, cette fête principale, Cody 7, elle va nous embarquer loin. Ouais, voilà, je pense qu'il y a matière. La WWE arrive à se réveiller pour certains grands événements. Wargames, c'est souvent le cas. Enfin, moi, je suis plutôt un fan. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ces stipulations et ces affrontements, mais je trouve qu'ils ont su nous écrire ces dernières années des beaux shows, que ça soit la grande époque de la Bloodline, la grande époque quand il y avait Kevin Owens aussi qui était dans les histoires, Ouais. le fameux soir du retour de CM Punk, où il y avait eu tout ce fil rouge de Randy Orton. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Donc, je suis sûr qu'on va vers une belle fin d'année, je suis optimiste. Et ce soir-là va sûrement en Australie déclencher des choses pour la suite. Donc pour moi, c'est plutôt un motif d'excitation et de motivation. Et en plus, le petit plaisir de se dire que ça sera un samedi après-midi, samedi soir, peinard chez nous, grâce au décalage horaire. C'est pas de refus, ça fait plaisir. Je crois que c'est 14 heures demain, pour être précis. Eh ben, peuple de ketchup, j'espère que vous y serez. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre analyse, votre pronostic, et puis si vous êtes hypé pour ce show, alors il reste pas beaucoup de temps, vous allez peut-être nous écouter même une fois le show passé, et vous pourrez nous dire si on avait raison ou pas. On sera les premiers à reconnaître si on s'est trompé, mais on espère qu'on va passer en tout cas une très belle soirée australienne. Vince, je te remercie d'avoir été présent à mes côtés pour cette analyse. Mais comme d'habitude, c'est un grand plaisir. Merci, peuple de Catch-up, de nous écouter, de nous rejoindre sur les plateformes, de nous rejoindre sur le Discord. On échange beaucoup, voilà, on n'est pas tous tout le temps d'accord, mais c'est très bien. C'est bien d'échanger, c'est bien d'avoir différents points de vue. Donc venez nombreux et bon show pour samedi. Allez, bon week-end et bonne fin de semaine et bonne fin de mois pleine de catch. Ciao Vince. Ciao à toutes et à tous. Salut à tout le monde. Et on n'oublie pas les pronos sur le Discord. Faut que je remonte sur Giscal.